Alors bonjour à tous, on va ouvrir la séance. Merci d'avoir bravé les aléas et le climat et les aléas sociaux. On attend encore un de nos intervenants qui est perdu en ville avec un chauffeur qui s'est égaré à Boulogne pour venir à l'IFRI. Bon, c'est pas si loin, mais... donc voilà, on a passé 2 jours à se dire qu'on allait quand même arriver à voir tout le monde, et on est content de voir qu'il y a du monde dans la salle, même si tout le monde n'a pas pu complètement dédier plusieurs heures de transport et de malades à pied pour venir jusqu'ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette conférence ? Elle se situe dans l'idée d'une réflexion sur les rapports entre l'économie et la politique et la géopolitique au Moyen-Orient, qui est un sujet sur lequel j'essaie de travailler de façon un peu structurelle, parce que je considère que l'économie est vraiment un gisement de données pas toujours suffisamment exploité pour comprendre les développements politiques et géopolitiques au Moyen-Orient. Ça me semble de plus en plus évident aujourd'hui. Alors, pour cette conférence, plus précisément, on a choisi l'angle des conflits et de la paix. C'est un des angles possibles, mais on a décidé de faire rentrer dans cette boîte très large aussi la question de la stabilisation sociale des pays post-printemps arabe, sur laquelle on clôturera la conférence avec une réflexion comparative sur l'Algérie et la Tunisie par Ivan Martin. Et puis on a eu encore une surprise, entre guillemets, en cours de route, c'est qu'on souhaitait faire intervenir Samir Aïta sur la question syrienne, et il nous a dit qu'il souhaitait parler du Liban. Donc on est exactement dans cette même réflexion dynamique, rattrapée un peu par la réalité. Donc 2 mots encore pour dire comment j'envisage cette réflexion qu'on souhaite faire à l'IFRI sur l'économie du Moyen-Orient. Je crois qu'on peut aborder l'économie de façon finalement passive ou active, en considérant qu'on a des données structurelles, des modèles qui sont immémoriaux, des sortes de réalités indépassables. Je crois qu'on part souvent d'une version très statique de l'économie du Moyen-Orient. On a d'un côté des pays rentiers, de l'autre côté des pays pauvres qui mendient ou qui subissent les conséquences des politiques des pays rentiers. C'est une vision statique qui existe aussi dans le constat politique, puisqu'on est sur cette idée que le modèle autoritaire, c'est le modèle politique quasiment naturel du Moyen-Orient. Et finalement, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de paresse intellectuelle parallèle dans cette façon de caricaturer un peu le constat économique d'un côté, le constat politique de l'autre, en faisant en sorte qu'en plus les deux soient liés, puisque l'autoritarisme est censé être la conséquence du rentiérisme dans la région. Mais il me semble qu'on se rend compte aujourd'hui, d'une part, que des aléas de plus en plus présents remettent en cause cette réflexion sur les structures immémorielles des économies du Moyen-Orient, où l'économie serait systématiquement un stabilisateur, alors que finalement aujourd'hui elle devient peut-être plutôt un fauteur d'instabilité. C'est ce qu'on va voir avec l'exemple du Liban. Et puis l'économie, qui peut être considérée comme une contrainte structurelle, devient aussi une arme au Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la montée en puissance des diplomaties du Golfe, très particulièrement, et y compris des désaccords entre les puissances montantes du Golfe, qui finalement aujourd'hui vont utiliser leur surplus budgétaire pour essayer de stabiliser des modèles politiques à l'échelle de la région. Alors qu'est-ce qu'on fait face à tous ces constats ? La question est de savoir si on peut encore se permettre des recommandations. Thierry Coville, ici présent à cette table, et moi-même avons assisté à un forum sur le Moyen-Orient en Chine il y a une dizaine de jours. On a vu que l'humeur était extrêmement positive vis-à-vis du Moyen-Orient, et on avait un discours de développement et de coopération qui amenait à la stabilisation de la région, qui nous semblait peut-être être un peu en décalage avec la réalité, mais après tout, quand on est la Chine, peut-être qu'on peut tout se permettre, puisque finalement on est une économie qui fait l'économie mondiale. Et en tout cas, aujourd'hui, il faut évidemment qu'on ait une réflexion sur la question de la reconstruction qu'on traitera dans une deuxième table ronde. Est-ce qu'on a des tabula rasa dans un certain nombre de pays Moyen-Orient qui peuvent nous permettre de remettre sur pied ex nihilo des économies, ou bien est-ce qu'au contraire, on va être piégé dans des économies de guerre et des schémas d'économies dysfonctionnelles Je crois que c'est aujourd'hui la question peut-être la plus urgente à discuter. Je laisse la parole à
Virginie Robert, qui est une fidèle de l'IFRI et qui a donc la mission de modérer 2 intervenants et demi pour le moment, et de finir à 16h, puisqu'on a promis de libérer la salle un peu plus tôt que prévu pour permettre au personnel de l'IFRI de rentrer chez lui à pied. Voilà. Voilà, merci beaucoup Dorothée. Je vais le rapprocher parce que j'étais là vendredi dernier et je voyais que si ce n'était pas près de nous, on nous entendait mal. Donc moi, je m'occupe des services internationaux aux Échos. Et c'est vrai que pour nous, c'est bien d'être près de l'IFRI et de voir les questions que vous creusez, notamment économie et conflit. C'est quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse de près. Alors, on va s'intéresser à 3 pays aujourd'hui. On vous l'a dit, l'Iran, le Liban et la Libye. Des cas très distincts les uns des autres pour ceux qui les connaissent bien. Et on va commencer avec Monsieur Samir Haïta, qui est né à Damas, donc il est syrien d'origine. Il connaît extrêmement bien le Liban. C'est un fruit de ce que le meilleur de l'éducation française peut offrir, parce que je crois que vous avez à peu près tous les diplômes qu'on peut faire en France, entre Polytechnique, HEC, enfin, ça a été la razzia totale, ce qui vous a permis de faire aussi bien du conseil que du journalisme, que de l'ingénierie, de l'industrie. Donc vous avez un parcours extrêmement varié, mais surtout vous connaissez très bien la région et très bien le Liban. Et donc on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Cette conférence peut s'intituler à l'inverse. La crise économique ne peut-elle pas apporter le chaos, puisque par rapport à ce que disait tout à l'heure Dorothée, au Moyen-Orient, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique, il n'y a que de l'économie politique. Ils sont très liés, à la fois au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais aborder 3 thèmes très rapidement. 1, la faillite libanaise. Le Liban est en faillite. En fait, les banques libanaises sont en faillite. C'est-à-dire, vous pouvez aller aujourd'hui, n'importe quel déposant dans une banque libanaise, avec un huissier de justice, essayer de retirer votre argent, et il ne vous donne pas votre argent. Vous allez chez un juge, et puis vous déclarez la faillite de la banque. Donc, techniquement, les banques sont en faillite. Ces banques ont des dépôts importants à la Banque du Liban, à la Banque centrale, qui gère à la fois quand est-ce que ces banques seront effectivement en faillite, et deuxièmement, elles gardent une partie des dépôts des banques en réserve pour payer la dette de l'État qui a causé la faillite des banques, puisque contrairement au cas de la Grèce, ce sont les banques du pays et pas les banques allemandes et françaises comme dans le cas de la Grèce, qui portent la dette publique. Donc, ils remboursent les dettes eurobonds, etc. à l'extérieur. Ils gèrent le minimum d'importation par rapport aux 20 milliards par an. Donc, on s'attend à ce que sur une année pleine prochaine, on en importe moins que 10. Imaginez un pays qui réduit de moitié ses importations alors qu'il ne produit rien du tout. Donc il garde ses réserves pour ses interventions et pour payer la dette extérieure. Donc pour pouvoir supporter cette dette, il faut effacer, je dirais, cette crise. Il faut effacer 40 milliards de dettes publiques. Et la question, qui va les payer ? Alors la Banque centrale renvoie toujours sur les banquiers. Alors c'est vrai qu'ils ont des fonds propres dans les banques de l'ordre de 25 milliards, donc qui techniquement ont disparu. La Banque centrale demande aux banques de mettre 10%, d'augmenter 10% de leurs capitaux propres, puis remettre 10% dans les 6 mois. Les banques ne vont pas le faire, à mon avis. Donc on n'échappera pas à ce que maintenant tous les Libanais, ce dont tous les Libanais parlent, c'est les haircuts. Alors les gens imaginent qu'on va aller chez le coiffeur, mais techniquement ça veut dire qu'on va enlever des dépôts de certains. Donc toute la bagarre politique aujourd'hui, c'est entre la société à qui on est en train de faire un haircut, puisque on leur donne leur dollar à 1500 alors qu'il est dans le marché à 2300, donc 40% plus cher. Or, certains des gros déposants, et ce sont les gens ou politiques ou liés aux hommes politiques, arrivent à faire sortir de l'argent, donc des dollars libanais à des dollars extérieurs.
et, je dirais, ne semblent pas vouloir payer, je dirais, le prix de la chose. Les banques libanaises ont des dépôts de 170 milliards de dollars, donc ce qui est considérable. Il faut qu'une certaine partie disparaisse pour que le problème soit résolu. Aujourd'hui, il y a une installation d'un double taux de change, $1 libanais à 1500 livres libanaises et $1 extérieur à 2300 dans le marché. Le Liban ressemble à la Syrie des années 70-80, c'est-à-dire un double taux de change, un contrôle des changes, un contrôle des importations. Les relations entre les banques libanaises qui sont très actives et leurs banques correspondantes à l'extérieur se vident. Je dirais l'histoire, vous avez dit que je préfère parler du Liban, je dirais c'est étonnant comment un pays libéral devient un pays comme c'était la Syrie socialiste. Pour donner... La crise est très grave au niveau de la société et la société a implosé avec la révolution libanaise à cause de ça, à cause des premiers effets de cette crise-là. Au niveau politique, il est intéressant, on ne va pas parler de tout, le Hezbollah s'arrange de cette situation et veut que Hariri ou le clan du 14 mars continue à gérer la crise. Pour deux raisons essentielles. Un, il lui fait supporter la crise, c'est-à-dire même s'il y a un gouvernement Hariri nouveau avec des cadres techniques, etc., ça ne donne rien du tout, donc il le laisse. Et lui, de toute façon, il ne passe pas par le circuit bancaire, il passe par les valises de dollars, donc il n'est pas affecté par le truc, donc il laissera les autres rentrer dans les embrouilles. Et deuxièmement, parce que une des principales personnalités qui sont, je dirais, qui ont piqué de l'argent dans la caisse et dilapidé les sous de l'État, c'est Nabih Berri, donc son coreligionnaire chiite. Et le Hezbollah ne veut pas d'une bagarre chiite à l'intérieur du Liban parce que ça l'affaiblit. Alors la France a organisé aujourd'hui une conférence sur le Liban. Le niveau de la représentation libanaise était vraiment très très bas. Je dirais il n'y avait pas beaucoup de monde à un haut niveau politique. Donc du coup, le niveau de représentation française était pas très fort. Et ce qui fait qu'on ne s'attend à rien à part une pression pour former un gouvernement, mais le gouvernement ne va rien faire. Donc, dernière chose sur le Liban, sur le premier thème, toujours très rapide, la faillite d'une grosse banque libanaise, parmi les 5 premières, est réelle, donc on parle de noms, ce n'est pas là à moi de parler des noms. Lorsque ça arrivera, et ça arrivera, ça aura une onde de choc sur tous les pays environnants. Parce qu'ils pratiquent tous, y compris dans les pays du Golfe, les mêmes pratiques au niveau, je dirais, du fonctionnement des banques. Alors, deuxième thème, c'est les conséquences sur la Syrie. Les Syriens disposent, c'est un sujet polémique, d'à peu près un tiers des dépôts au Liban, un tiers des 170 milliards de dollars, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système syrien depuis Mathusalem. Depuis que j'étais petit en Syrie. Et deuxièmement, les sanctions font que la plupart de ce qui reste du commerce extérieur passe par les banques libanaises. Si vous voulez acheter quelque chose en Syrie, côté régime aujourd'hui, vous ouvrez une lettre de crédit à votre nom à travers un copain libanais, à travers une banque libanaise, vous importez au Liban, vous amenez en Syrie. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. C'est-à-dire les Syriens ne peuvent pas retirer leur argent du Liban et ils ne peuvent plus importer en Syrie. Si le Liban entre en crise et dans une certaine sévérité, les conséquences en Syrie sont beaucoup plus catastrophiques. Alors, les sanctions, bien sûr, sont là, mais pas dans le sens premier. C'est ce qu'on appelle l'over-compliance. C'est-à-dire, même si vous avez un produit qui a l'autorisation de l'OFAC, c'est-à-dire l'organisation américaine qui s'occupe de contrôler si c'est dans les sanctions ou pas, il n'y a pas une banque correspondante, ni européenne ni américaine, qui fait la transaction, c'est-à-dire qui paye le correspondant à qui, etc. Alors que les banques privées syriennes ne sont pas sous sanction et que vous pouvez transférer de l'argent.
Alors, il faut imaginer, donc, ça bloque les exportations syriennes vers le Liban, etc., les exportations d'électricité avec lesquelles ils se faisaient un peu sous. Mais le pire, c'est que les Nations Unies et les organisations internationales ne peuvent plus fonctionner. Il faut voir comment les 7 milliards de dollars, enfin 5 en réalité, qui sont donnés pour sauver à la fois les Syriens déplacés à l'intérieur et les réfugiés dans les pays environnants, quel est le circuit avec lequel les Nations Unies amènent l'argent. Ils importent pour le Liban et l'intérieur de la Syrie, via les banques libanaises. Après, ça passe par un échangeur qui repasse par un échangeur syrien, ça rentre dans les banques syriennes pour être fait dans les banques syriennes. Or, ce circuit est arrêté puisque même une agence des Nations Unies ne peut ni payer ses fonctionnaires, ni dépenser des sous. Donc, on est à la fois sur les Syriens réfugiés au Liban et les Syriens déplacés à l'intérieur dans une situation de crise. Alors, quand on parle que les Nations Unies classent sur les gens qui sont à l'intérieur de la Syrie, toutes zones confondues, 20 milliards, qu'il y a déjà entre 11 et 12 de personnes en nécessité, 50% de la population, quand certains rapports disent qu'entre 80 et 85% sont en dessous du seuil de pauvreté, là on est sur le chemin de la famine. Donc pour overcompliance, et je dirais ce sujet est discuté avec différentes autorités européennes, et les Européens n'osent rien faire vis-à-vis des Américains sur ce sujet-là. Certains disent « Ah oui, mais c'est pas grave, la Syrie produit son agriculture ». Oui et non, parce que d'un côté, il faut du gasoil pour faire de l'agriculture. Je dirais l'eau, elle est sous terre, il faut la pomper pour irriguer. Or, le principal problème, c'est d'avoir du gasoil dans le pays. Et quand on regarde un peu comment l'économie de guerre fonctionne aujourd'hui en Syrie, il reste 2 endroits et demi, par lesquels il peut y avoir des échanges. L'endroit à travers la Turquie et la zone contrôlée par l'opposition, où les denrées turques rentrent, et les sous rentrent par essentiellement Bab el-Hawa, et à travers Al-Nosra, Fatah al-Sham, enfin appelez-la comme vous voulez, qui prend sa dîme dessus. Donc ce chemin-là renforce les exportations turques qui n'ont pas varié, je me souviens du papier, vers la Syrie, mais en plus renforce financièrement les factions les plus extrémistes que les Turcs ont laissé prendre le contrôle sur la zone dite de l'opposition. Ça fonctionne toujours, ça. Et puis, il y a le deuxième cas, c'est les zones des forces syriennes démocratiques, kurdes, etc. Or là, c'est les Américains qui contrôlent à la fois les circuits de pétrole. Il faut voir qu'il y a une drôle de guerre en Syrie. C'est-à-dire aujourd'hui, le pétrole, c'est 50 000 barils par jour qui est produit dans les champs. Il va où? Il est vendu essentiellement aux factions syriennes combattant avec les Turcs, puisqu'il n'y a personne d'autre qui peut acheter. Donc, à la fois, ils se battent et ils envahissent, et d'autre part, ils commercent entre eux le soir pour évacuer le pétrole et toucher de l'argent. Or, les Américains bloquent tout transfert, ou du pétrole, c'est-à-dire en matière, ou d'argent, des FSD, des zones FSD, vers le gouvernement syrien. En plus de la crise humanitaire qu'il y a dans les zones où les Turcs ont envahi. Alors il reste la demi-solution qui sont les pays du Golfe. Certaines banques privées syriennes sont issues des pays du Golfe et peuvent faire les transactions, peuvent faire les banques correspondantes, mais ils ne sont pas très très chaudes parce que là aussi l'impact de la pression américaine est très très forte. Alors, est-ce que l'Europe, vis-à-vis de cette crise libanaise et cette archi-crise, enfin, risque de famine en Syrie, pourrait faire quelque chose sans renforcer Al-Nosra ou autre? Je pense que la logique est différente. Les Américains se sont installés dans une logique où qu'il y ait le chaos, de toute façon, ça affaiblira l'Iran.
je ne suis pas certain que la conclusion soit celle qu'ils les imaginent, parce que les Iraniens ou le régime syrien s'est habitué à gérer des situations de crise comme ça. Mais peut-être le chaos va s'installer. Troisième thème, c'est des possibilités de sortie de crise, etc. Bon, la solution politique est loin, mais parlons avant, en Syrie, c'est toujours la solution militaire qui est en jeu, mais parlons un peu, je dirais, des perspectives moyen terme, long terme, avant de parler de la chose, puisque vous allez en discuter cet après-midi. Les Européens, je ne sais pas pourquoi, interdisent toute discussion sur la reconstruction en Syrie, même du point de vue théorique. Moi, je dirais c'est une sensibilité qui n'a pas de sens, etc. En plus, les chiffres avancés sont 400 milliards de dollars pour reconstruire la Syrie, alors que 20 milliards seulement pour faire le Yémen. C'est se foutre de la gueule du monde. Je dirais, le Yémen a beaucoup plus besoin de la Syrie. Les calculs montrent que c'est de l'ordre de 60 milliards et les 2 tiers en monnaie locale. Donc, si vous avez besoin juste d'importer vous n'allez pas payer des terrains pour reconstruire en devises, etc. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de reconstruction, sauf un projet de reconstruction réel, entre guillemets reconstruction, fait par les Turcs avec l'aide des Allemands sur la zone que les Turcs viennent d'occuper dans complètement le nord de la Syrie. Les Turcs veulent placer 1 million à 1,5 million, soi-disant parce que les Européens ne veulent pas recueillir une partie de ce que M. Erdogan menace l'Europe d'envoyer, donc les 3,5 millions de réfugiés chez lui. Donc on va en placer 1 million dans la zone qu'ils ont pris. Bon, là, ils sont en train de faire les plans urbains, les plans d'aménagement, amener de l'eau, etc. Bon, je dirais, et certains pays européens, dont l'Allemagne, travaillent avec eux de concert. Alors moi, j'ai pas compris. Voilà, donc ça c'est au niveau de la reconstruction, sachant que certains endroits sont beaucoup plus difficiles que d'autres au niveau de reconstruction. Il faut imaginer qu'au point de vue habitation, c'est pas très très important, puisqu'il y a uniquement 600 000 personnes qui sont dans des tentes ou dans des écoles. Le reste habite globalement dans les maisons quittées par les réfugiés et dans les 600 000 logements qui ont été construits pendant la guerre. Ça, personne n'en parle. C'est-à-dire on a perdu 350 000 logements et il y a eu une reconstruction de 600 000. Deuxième chose, cette crise, comme dans les années 80, en 86, la Syrie a fait faillite et le Liban a commencé l'arrêt de sa guerre civile, montre l'imbrication des économies libanaises et syriennes. J'avais produit une courbe dans le temps des années 82 à 87 montrant comment les deux monnaies montaient et descendaient même avec les spéculateurs quotidiennement. Aujourd'hui, on a le même phénomène. Sauf que la semaine dernière, la livre syrienne est montée très fort et puis elle est redescendue à peu près avec la même dévaluation que la livre libanaise. Bon, si vous voulez, le taux moyen n'empêche pas que vous ayez à un moment donné des spéculateurs qui font de la panique dans le marché et qui profitent de cette panique pour tirer de l'argent. Donc vous avez ce phénomène, d'autant plus que dans les deux cas, les banques centrales disent on s'occupe de rien. Troisième aspect sur l'histoire de la sortie de crise. Bon, on parle de privatisation, etc. au Liban. Mais je dirais, prenez le problème à l'inverse. Aujourd'hui, les deux pays sont exsangues. Donc tout est à vendre pour pas cher. Si j'étais un Libanais, je ne laisserais rien vendre aujourd'hui. Si je suis Syrien, je ne laisserais rien vendre, même pas aux Iraniens aujourd'hui, parce que c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas faire. Vous amenez une société de gestion, quel que soit l'asset que vous avez, pour, je dirais, gérer au mieux jusqu'à 9 heures. Donc on est dans un contexte qui peut-être va changer complètement la logique avec laquelle on imagine la sortie de crise et politique et économique dans les deux pays. C'est-à-dire, prenons le Liban, puisque c'était le premier sujet, il n'est pas sûr que la classe politique libanaise ait conscience déjà, à part ces bagarres entre elles, puisque chacun
a des dossiers sur l'autre, qu'il faut trouver une solution, je dirais, qui sauve le pays. Aujourd'hui, chacun se sauve lui-même. Et donc, il n'y a pas de sortie de crise jusqu'à l'effondrement complet. Alors, il y a quelques sujets comme ça qui sont mis en lumière au Liban. Où est l'or libanais? C'est-à-dire les petites réserves de 20-30 milliards de dollars qui sont les... Est-ce qu'il est consigné dans les banques américaines, enfin, avec la justice américaine, où le Liban peut en disposer? Qu'est-ce qui reste comme, je dirais, réserve de base pour pouvoir sortir de la crise? C'est pas clair. Donc la classe politique ait conscience que avant qu'on soit réduit à zéro, c'est-à-dire qu'on soit vraiment, je dirais, un pays exsangue, qu'il y ait une dynamique qui resauve le pays et qui remet des choses, parce que vous avez besoin d'injecter un peu d'argent pour restimuler l'économie à nouveau. C'est pas clair. En Syrie, c'est vrai que les Russes ont aidé le régime syrien à prendre de plus en plus de contrôle de régions, mais les Turcs, contrairement à ce qu'on pouvait penser, sont toujours en train de renforcer Al-Nusra et les factions qui contrôlent Idlib et environ, donc une résistance très marquée, et on ne voit pas, je dirais, une sortie de crise dans le sens de ce que chacun imaginait, dans le sens où l'État reprendrait toutes les régions avec un accord avec les Kurdes, et puis on change Bachar. Aujourd'hui, on est dans une situation plutôt où la Turquie prend influence et même contrôle direct d'une partie nord de la Syrie. Est-ce que ça crée une économie? Est-ce qu'il y a une économie qui peut soutenir ça? On peut imaginer une zone d'influence turque prospère, avec de l'argent turc ou européen, tel que c'est joué aujourd'hui, et le reste en chaos, comme le Liban. C'est la perspective qui est mise en jour. Alors ça arrange les Américains. Ça arrange les Américains, puisque pour eux, et peut-être les pays du Golfe, pour eux, je dirais, un chaos de Beyrouth à Téhéran est quelque chose qui casse l'axe chiite ou le croissant chiite dont on parle. C'est peut-être sous l'influence des pays du Golfe. Oui, mais moi, ce que je dis aux pays du Golfe, le jour où vous aurez l'Iran et la Turquie juste en face de vous, vous ferez quoi? C'est-à-dire quand il n'y aura plus de Syrie, plus de Liban en termes réels et plus d'Irak en termes réels, vous serez face à la Turquie. Et je dirais, la Turquie est un pays organisé, bureaucratique, etc. Et vous êtes beaucoup moins appuyé pour gérer l'avenir. Voilà, donc on est dans une situation de crise politique et économique dans les deux pays, et l'avenir de sortie des deux est très lié. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va maintenant, d'abord on accueille Tim Eaton qui est arrivé, heureusement, et nous a rejoint. Et on va passer maintenant à l'Iran. Donc c'est une problématique quand même très différente. Un pays qui a des ressources pétrolières gigantesques, qui n'arrive plus à les vendre depuis que l'embargo et les sanctions ont été relancées, qui traverse une crise économique et sociale extrêmement grave en ce moment. Et donc Thierry Coville va pouvoir nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de la crise en ce moment et où elle peut nous mener. D'accord. Et pour faire tourner le PowerPoint. Comment ça tourne? Il faut que j'y aille peut-être directement sur Non, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais on va échanger. Bonjour tout le monde. Donc mon intervention, c'est assez simple. C'est de se poser la question sur d'expliquer le contexte. Je dirais rapidement parce que je pense que tout le monde le connaît bien, et de voir premièrement l'impact économique des sanctions américaines sur l'économie iranienne, et se poser la question également de l'efficacité, parce que
je trouve intéressant aux États-Unis, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement américain a besoin de se persuader lui-même. Je ne sais pas si vous remarquez, quand quelque chose marche, on n'en parle pas. Parce que ça marche. Mais c'est un peu étonnant quand on est obligé de toujours intervenir pour dire « Regardez, ça marche, ça marche ». Je sens derrière des incertitudes. Donc la question à se poser, c'est que les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran dévastatrices, oui, je pense qu'on va le voir. Deuxième question, c'est, et je suis content de ce que j'ai entendu, le mot chaos, c'est OK, et après, l'efficacité de cette politique, est-ce qu'on peut au moins se poser la question de l'efficacité de cette politique, hein, donc c'est ce que j'essaierai de faire dans une deuxième partie. Donc le contexte, je passerai rapidement parce que, mais bon, c'est quand même important de dire les choses. Je veux dire, donc sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire et remise en place de toutes les sanctions initialement levées avec l'accord de 2015. L'objectif des États-Unis, il est très clair, ils ne s'en cachent pas, c'est mettre l'Iran sous pression maximum, ils le disent eux-mêmes, en fait pour l'obliger à négocier, donc si j'ai bien compris, à renégocier l'accord de 2015, l'accord sur le nucléaire, également la politique régionale de l'Iran, le programme balistique de l'Iran, enfin il y a même 12 points qui ont été énoncés par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Le contexte international de cette décision américaine est important parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais les faits sont précis. Au moment où les États-Unis sortent de l'accord, je crois qu'il y a 13 rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a pour responsabilité de vérifier si l'accord était bien respecté, qui montraient que l'Iran respectait à la lettre l'accord. On peut discuter du contenu de l'accord, mais en ce qui concerne, l'Iran respectait l'accord quand Donald Trump prend la décision de sortir de l'accord. Et donc, c'est un premier élément sur le caractère, je pense, illégal vis-à-vis du droit international de la décision américaine. Deuxième élément qui pose quand même problème, c'est que les États-Unis décident de sortir de l'accord et ne respectent pas le droit international. Mais ils disent au reste du monde, et on vient d'en parler, vous n'avez plus le droit de négocier avec l'Iran. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, le sujet d'aujourd'hui n'est pas l'extraterritorialité des sanctions américaines, mais enfin, on ne peut pas parler de ce qui se passe actuellement en Iran sans y référer. Alors, impact des sanctions américaines sur l'économie iranienne. Je tiens aussi à rappeler, j'ai cherché, mais je n'ai pas assez de temps, mais je voudrais savoir s'il y a des exemples dans l'histoire récente de sanctions aussi violentes en si peu de temps sur 80 millions de personnes. Donc j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a eu, on parle toujours des différents épisodes de sanctions, mais la violence des sanctions américaine sur l'économie iranienne, et c'est pas des smart sanctions, hein, c'est pas les gens concernés, c'est 80 millions de personnes. Je voudrais savoir s'il y a l'équivalent, je pose la question. Et donc effectivement, la stratégie américaine, c'est simple, c'est ou vous négociez sur tous ces thèmes dont on vous vient d'évoquer, ou bien vous allez trouver une situation où les sanctions seront tellement violentes que les gens vont sortir dans la rue pour dire que il faut changer, etc. Donc la stratégie américaine, au moins, elle a le mérite d'être assez claire. Et effectivement, dans ces sanctions américaines, en fait, l'idée, c'est d'étouffer économiquement l'Iran. Donc, en gros, on a parlé des banques. Aucune banque, maintenant, n'ose faire des transactions avec l'Iran, même pour des choses, ça vient d'être légales. Et également, alors, l'élément le plus important de ces sanctions, c'est, pour l'Iran, l'embargo pétrolier. Hein, parce que le pétrole en Iran, ça représente en moyenne 80% des exportations et entre 40 et 50% des recettes budgétaires. Donc l'embargo pétrolier, effectivement, je pense, est au cœur des sanctions américaines et au cœur de ce qui se passe actuellement sur l'économie iranienne. Alors, bon, on lit des choses bizarres, il y avait des experts américains qui disaient non, mais les difficultés en Iran, c'est pas les sanctions américaines, ça c'est le narratif iranien, mais il y a plein de problèmes en Iran, etc. Oui, alors moi je travaille sur l'économie iranienne depuis 30 ans, donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème économique et social en Iran. Les Iraniens le reconnaissent tous les jours. Mais de dire que ce qui se passe actuellement en Iran, les sanctions ne jouent qu'un rôle limité, excusez-moi, les faits sont les faits, les chiffres sont les... C'est faux. Enfin, regarde, vous avez les exportations de pétrole de l'Iran, donc c'est la Fédérale Réserve de Banque de Saint-Louis, mais qui retraite
les données du FMI, donc on peut retrouver les mêmes chiffres avec l'OPEP, ce n'est pas du tout des chiffres, voilà. Et donc, c'est même pire que ce que je pensais, c'est-à-dire, vous voyez, avant les sanctions, on va dire en 2017-2018, l'Iran était à 2,2 millions de barils par jour d'exportation. OK ? Aujourd'hui, pour 2019, l'estimation qui est faite par le FMI, c'est 500 000 barils par jour. Donc on va dire les exportations de pétrole de l'Iran, depuis l'arrivée des sanctions américaines, ont été divisées par 4. Voilà. Donc, moi je pose une question que je pose souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui arrivera en France ? Donc voilà un petit calcul comme ça de coin de table divisé par 4. En gros, le gouvernement iranien a perdu, je pense, au moins, vous voyez, les exportations de pétrole, ça représente entre 40 et 50% du budget. Disons qu'il a perdu plus de la moitié que ça, quoi. Vous voyez, je te dirais, au doigt mouillé, il a perdu 30% de ses recettes budgétaires. Qu'est-ce qui arrivera en France si on perdait 30% de recettes budgétaires d'un coup ? Comme ça. Pose la question. Donc effectivement, c'est le chaos en Iran, mais je veux dire, c'est l'objectif. Donc quand vous perdez 30% de vos recettes budgétaires, le taux de change, ça c'est le taux de change libre. Bon, il n'est pas vraiment libre parce que tout le monde l'utilise, mais c'est le nom. Donc il a explosé dès septembre 2018 en Iran. Alors il s'est un peu stabilisé depuis et on voit que avec les événements récents en Iran, il y a de nouveau le dollar, hein, c'est le dollar contre le rial. Donc c'est un des canaux de transmission des crises en Iran, comme dans beaucoup de pays, c'est le taux de change. Donc l'explosion du taux de change, hein, ça a conduit à une augmentation des prix à l'importation. Et dans ce type d'économie, l'Iran n'est pas spécifique. Vous avez, ça a quand même un impact psychologique. Les gens commencent à anticiper que ça va aller mal, donc ils commencent à spéculer sur le dollar. Et tout le monde spécule sur le dollar et les prix explosent. Et donc on a une situation en Iran où vous avez l'économie explose dans le sens où vous avez une récession. Pourquoi il y a une récession ? Parce que le gouvernement n'a plus d'argent, donc il est en train de tout faire pour éviter le déficit budgétaire, il ne dépense plus rien, pour éviter de créer trop de monnaie, pour éviter de générer l'inflation. Le secteur privé n'arrive plus à importer les produits dont il a besoin pour faire tourner les usines. Donc l'économie s'est arrêtée de fonctionner 2018-2019. D'après le FMI, en 2019, l'Iran a connu une récession de 9,5%. 9,5%. De nouveau, je pose la question. Je veux dire, on donne des conseils aux Iraniens, tenez bon, etc. Qu'est-ce qu'on fera à leur place, hein ? 9,5%. À peu près 10% de la richesse produite. Et l'inflation, comme je vous disais, avec l'explosion du taux de change sur le marché libre, avec le gouvernement qui essaye quand même notamment de maintenir, de financer des dépenses budgétaires avec des recettes en chute libre. Donc il faut qu'il assure quand même un minimum d'augmentation des salaires des fonctionnaires. L'économie iranienne est très dépendante de l'État quand même. On peut estimer qu'elle dépend à 80% de l'État. Secteur public et parapublic, c'est contrôle l'économie iranienne. Donc il y a tous les fonctionnaires qu'il faut payer, il faut quand même leur augmenter leur salaire pour que ça suive un peu l'inflation. Donc on a une inflation, hein, d'après le FMI, qui est à 40% en Iran, à peu près 40%. Donc vous avez, c'est assez simple, hein, une économie en récession en 2019 de moins 10% et une inflation qui a explosé. Donc, au moins, Rouhani avait quand même réussi à ralentir l'inflation avec son arrivée au pouvoir. On voit l'inflation a été passée pour la première fois en Iran à moins de 10%, vous voyez, en 2016-2017. Donc les chiffres sont têtus. Là, on voit bien, le gouvernement iranien, il y a plein de choses qui vont mal en Iran, mais là, les difficultés économiques actuelles, c'est, je dirais, alors, est-ce que c'est 90%, 95%? Moi, je dirais 95%, voilà, les sanctions américaines. Je pense que je ne vois pas les contestations. Je crois que le FMI, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant également, c'est le commerce extérieur iranien. On voit tout de suite l'effet des sanctions. Alors là, ça, c'est les chiffres des statistiques qui viennent d'Iran. Donc, on voit très bien que qui c'est qui exporte en Iran. Donc, les premiers, c'est évidemment la Chine, hein, qui utilise la situation actuelle pour renforcer son influence commerciale en Iran. Les Émirats, qui jouent toujours ce rôle de plaque tournante avec l'Iran, moins fort qu'avant, parce qu'ils appliquent aussi sévèrement les sanctions américaines, mais il reste quand même un élément important. La Turquie, l'Inde, et puis effectivement, on voit l'effondrement, hein, les Européens. Là, ça, c'est les chiffres de 2018. Alors, je suppose que 2019, c'est encore pire.
donc 2018-2019, les Européens disparaissent petit à petit des exportations en Iran parce qu'ils appliquent effectivement, alors sans le vouloir, par la force des choses, hein, ils subissent la pression américaine qui leur dit si vous avez le choix, en gros, c'est assez clair entre le marché américain et le marché iranien. Pour les grosses entreprises européennes, ils ne se posent même pas la question. Donc on voit que l'Allemagne en 2018 restait avec près de 2 milliards de dollars d'exportation en Iran, et vous avez encore le Pays-Bas et l'Italie en queue de, vous voyez, 9e et 10e position. La France a disparu, et je pense que 2019, c'est encore pire. Ça, c'est les chiffres iraniens, donc on voit très bien les faits. Puis je trouvais que c'était intéressant parce qu'on parlait également de l'environnement régional de l'Iran, de dire qu'effectivement, alors ça, vous avez les statistiques d'exportation non pétrolière de l'Iran, ça vient des statistiques iraniennes aussi. Et ce que je trouvais intéressant de dire, c'est que effectivement, le premier marché de l'Iran, alors dans le non pétrolier, c'est un peu compliqué en Iran parce qu'ils mettent un peu de pétrochimie, donc c'est pas que du produit manufacturé et produit agricole. C'est pas aussi simple que ça. Mais disons, c'est ce qui est moins sous embargo pétrolier que le reste, et on voit que la Chine joue un rôle important. Donc j'aurais tendance à dire, je pense qu'il faut le dire, c'est que les Chinois, ils ne parlent pas beaucoup vis-à-vis de la défense de l'accord sur le nucléaire, mais ils remplissent leur rôle. Donc ils continuent de commercer avec l'Iran. Les Européens, c'est un peu le contraire quand même. L'Irak est devenu une réussite de l'Iran pour les exportations non pétrolières. C'est le deuxième marché de l'Iran pour les exportations non pétrolières. Alors les Émirats, toujours pareil. Et on voit l'Iran est obligé de se recentrer sur son marché régional et sur l'Asie. Vous avez l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde qui deviennent... Alors, ce n'est pas énorme, mais l'Iran, c'est là où l'Iran maintenant essaie d'exporter parce que ces pays sont plus près de l'Iran. C'est plus difficile de les contrôler et d'appliquer les sanctions américaines. C'est plus facile de trouver des partenaires bancaires. C'est plus facile de faire c'est plus facile d'être payé en liquide, etc. Il est clair de toute façon que les exportations non pétrolières en Iran, on a vu les chiffres, ne peuvent pas compenser l'effondrement des exportations pétrolières qui ont été divisées par 4. Donc il faudrait des années, je veux dire, de restructurer une économie, on vient d'en parler, pétrolière, et tout d'un coup de développer les exportations non pétrolières. Ce n'est pas sous le coup de la pression comme ça qu'on le fait. Mais l'Iran a ces capacités-là. Mais par contre, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas compenser ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors, la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est, bon, et que je disais, c'est les États-Unis, c'est est-ce que ça marche, cette politique? Est-ce que ça marche? Alors, que les sanctions américaines appauvrissent la population iranienne, on vient de voir, oui. Quand vous avez 40% d'inflation, la population devient plus pauvre. Et demandez aux Iraniens, j'ai rencontré un ami iranien que j'ai pas vu, il me dit, oui, maintenant je fais attention, on mange moins de viande, même la classe moyenne fait attention. Donc la classe moyenne fait attention, mange moins de viande. Les plus pauvres, je pense que c'est eux qui prennent de plein fouet. Dans n'importe quel pays, quand vous avez 40% d'inflation, c'est forcément les plus pauvres, les plus fragiles, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le capital, on va dire, économique pour se protéger, spéculer, comme on fait d'habitude, voilà, on spécule un peu, on achète pour se protéger contre cette inflation. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le capital social non plus. Donc, je pense que les classes défavorisées prennent de plein fouet 40% d'inflation. C'est catastrophique ce qui se passe de ce point de vue-là. Et c'est pas... Je pense que dans ces cas-là, comme je dirais dans la plupart des pays, là où il y a des problèmes avant, quand vous mettez un pays sous pression, ces problèmes-là prennent une proportion énorme. Donc, tous les endroits de l'Iran où l'Iran est fragile, et j'en ai parlé, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de problème économique et social en Iran. Donc tout ce problème de ces classes sociales les plus pauvres. Donc je pense que ce n'est pas un hasard si les tensions récentes, alors il faut être prudent parce qu'on n'a pas encore toutes les informations, mais d'après ce qui sort de l'Iran, c'est intervenu dans ce qu'ils appellent les grandes banlieues, les endroits périphéries des grandes villes, et c'est intervenu au Rouzestan, je sais pas si vous avez entendu, où là il y a eu effectivement... tension, je ne sais pas combien de morts, etc. Le Rouzestan, c'est quand même un cas où vous avez une région pauvre, pourtant, et vous avez des discriminations ethniques parce que c'est une population arabe et religieuse sunnite. Donc vous avez c'est un cocktail explosif. Discrimination ethnique et religieuse s'ajoute aux discriminations économiques. Donc je trouve, c'est effectivement, quand on se pose la question de l'efficacité des sanctions, là où ça va déjà mal, ça fait, voilà, ça va encore plus mal. Donc effectivement. Et du côté des plus pauvres, je pense que si on parle de ce qui vient de se passer avec effectivement l'augmentation du prix de l'essence, comment les plus pauvres peuvent s'en sortir en Iran?
il y a la solidarité familiale, comme dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, et vous avez également l'économie informelle. Ce qui est assez facile de faire en Iran quand vous êtes pauvre, c'est de prendre votre voiture et de faire le taxi sauvage. Vous imaginez les gens, quand ils voient l'augmentation de 300% du prix de l'essence au rationnement, tout de suite, leur calcul économique tombe à plat. Donc, je pense que là, effectivement, on a une explication sur pourquoi les tensions récentes sont intervenues dans les grandes banlieues. Hein, des gens qui ne votent pas, des gens qui... C'est une sorte de contre-culture qui de d'un coup sont voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire quand ça ne va pas bien? Vous sortez dans la rue, vous criez, vous avez tout cassé, etc. Et je pense que ce n'est pas hasard si ces problèmes-là sont arrivés dans les périphéries des grandes villes et le Rouzestan. La question qu'effectivement, alors on est obligé de se poser la question, c'est toujours un peu délicat... Voilà, mais bon, puisque c'est le sujet, posons-nous la question de l'efficacité de cette politique. Donc déjà, ça va mal pour les plus faibles. Est-ce que ça va effectivement, l'objectif américain, on le sent même aux déclarations américaines, c'est OK, c'est super, notre politique marche. Donc bien, effectivement, il va y avoir le chaos en Iran et donc ils seront obligés de négocier, etc. Moi, j'ai tendance à rester prudent. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu ces crises... effectivement fortement réprimé, que tout d'un coup, on va avoir un embrasement général de la population iranienne. Voilà, je regardais hier, il y avait un reportage d'Arte là, sur la révolution iranienne, etc. Bon, là, en plus, si vous les voyez dans le mode de fonctionnement, c'est les gens qui n'en peuvent plus. Donc c'est forcer les gens qui n'en peuvent plus aller dans la rue. Est-ce que c'est ça qui va provoquer des millions de personnes qui demandent la démocratie, etc. Je ne le sens pas trop. Donc on n'a pas d'opposition organisée en Iran. Bon, moi je suis économiste, je n'ai pas les instruments pour parler de sciences politiques, mais on n'a pas cette... voilà, il n'y a pas cette alternative politique en Iran. Elle n'existe pas. Hein. Il y a une classe moyenne très éduquée, qui sait ce qu'elle veut, mais il n'y a pas cette organisation politique qui jouerait ce rôle en cas de soulèvement général. Il y a la répression, et si les ultras prennent de plus en plus de pouvoir en Iran, et on voit... tous les problèmes pour eux sont d'abord sécuritaires, donc il y a cette répression qui fait peur. Et je pense que la classe moyenne urbaine, moi celle que je connais, elle ne veut pas ça. L'idée, on n'est pas content, ça va très mal, mais on ne veut pas que le pays tombe dans le chaos. Donc il y a un nationalisme quand même très fort en Iran. Donc de dire qu'il y aura des tensions sociales... Je finis, c'est ça? Excusez-moi, j'ai perdu mon portable. Donc non, mais... Voilà. Ah d'accord, excusez-moi. Voilà, donc c'est tout ça. Alors sur les conséquences politiques, je pense que justement on radicalise l'Iran. Donc la réponse à l'efficacité de la politique américaine des sanctions, c'est justement, moi je vois un Iran beaucoup plus, sur le plan intérieur, beaucoup plus sécuritaire, et sur le plan extérieur, pour une question qui a été posée, voilà, je vois un Iran beaucoup plus radical. Dans ses réponses à l'étranger. Voilà. Donc, justement, rapidement, ma conclusion, c'est combien de pays dans le monde auraient résisté à une telle pression? J'en vois pas énormément. Je pose la question du coût humain de la politique américaine. Je pense que c'est quand même si on est économiste, mais c'est quand même, voilà, tout ça pour ça. Une efficacité, donc on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Et voilà, alors, c'est pas le sujet, mais enfin, on peut quand même, en tant qu'Européens, se demander où sont les Européens. Alors l'Instex, il y a de plus en plus de monde qui veut participer, mais il n'y a pas une seule transaction. Enfin, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, l'Instex, c'est le mécanisme de troc que les Européens étaient censés mettre en place pour contrer les sanctions américaines. Voilà, excusez-moi si j'ai été trop long. Ouais. Et alors, j'avais juste une petite réponse à votre question sur est-ce qu'il y a eu des sanctions aussi lourdes auparavant. Et en fait, Éric-André Martin de l'IFRI a fait une étude récemment là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la dernière fois, c'était en 91, et c'était contre l'Irak, après la première guerre du Golfe. Et la population a tellement souffert qu'après, les pays ont changé le régime de sanctions jusqu'à maintenant, puisque évidemment là c'est reparti full strength, mais on a arrêté de cibler la population pour viser les entreprises, des listes de personnalités. Et donc ça a vraiment fait jurisprudence de 91 à maintenant. Je trouvais ça intéressant. Mais là évidemment c'est reparti dans le sens inverse. Alors on va passer après l'Iran, alors un autre, alors là pour le coup un vrai chaos, celui de la Libye. Alors avec nous Tim Eaton, you're a researcher at Chatham House.
It's one of your specialties, right? You've been writing extensively on Libya. So, and it's a two-state country. There's a civil war. So, can you give us, your perspective on the country and its economy? Thank you very much. I will speak in English. Apologies, and also apologies to everyone for being slightly late. Somehow it took me longer to get from the train station than it did to get from London to Paris. So I was asked by the organisers to talk a little about how Libya's war economy, as I would dub it, has impacted its institutions, particularly its economic institutions. And so what I'll do is I thought I'd give a brief characterization as what I see some of the salient features of Libya's war economy and some of the trends, and then try and illustrate how those have played out and impacted three key economic institutions for the Libyan state: the central bank, its national oil corporation, and its investment authority. And then hopefully I'll circle back and then talk about some of the implications, and maybe that might feed into the discussion that's to come. So in starting off, I think it's fair to say that up until around 2016, almost all of the discussion around Libya's conflict and the drivers of that conflict was largely based upon community-based ideology, ideational factors. And there was relatively little discussion of economic factors and economic drivers of conflict in Libya. There's quite a large canon of work on the political economy of war, which I'm very interested in, which has largely been applied to Africa and Asia, but hasn't really been given that much thought or application in the Middle East and North Africa. And I would contend that that literature is highly relevant, but hasn't quite hit the right notes in some ways. So what I've been doing over the last couple of years is trying to apply some of those theories to what's happening in Libya. And the first thing to say is quite often that a retort is that this is about greed or grievance, that the conflict is driven by greed alone, material interests. But that's clearly an oversimplification. I think it's just important to say that the drive to control and access resources, to be able to mobilize funds, to prosecute a war effort, to enrich personal interests, is a key driver of the dynamics that we see on the ground. And so I think that's important to understand that. And here I think it's also important to understand the nature of the economic system in Libya, its rentierism, its clientelism, and then the behaviors that incentivizes. It incentivizes competition, zero-sum calculations over who controls what and who then gets shut out of those rent streams. And often there's a discussion about, say, a war economy, by which I mean the extent to which economic activities are connected to violence. And sometimes they're perceived to be new, or people look only in the illicit sector. But I think it's worth pointing out that all of the activities that we see in Libya were present prior to 2011, albeit on a different scale. The difference is, of course, that there were some checks and balances upon these behaviors enforced by the Gaddafi regime, that they used the nature of the system to reward supporters and punish opponents in a system of divide and rule. But of course, once that central authority has been removed, that has led to open competition for all of these sectors, for elements of the state, for illicit sectors. And that, increasingly, of course, has brought the security market into play and made armed groups more important. And so you can see that this has kind of led to a massive expansion of Libya's expenditure. So just one statistic, and I should point out I'm not an economist, the political economy angle is my focus. But salaries as a percentage of the state's budget were around 17% in 2010. Last year, they were around 58%. And that doesn't include a lot of salaries hidden elsewhere through contracts. The extent to which everybody has tried to get a piece of the pie is massive, and this has had a massive impact on the state's finances. And of course, the protection markets that have developed around have become increasingly entrenched, to the extent that now, in a third phase of civil war, most of the armed groups fighting each other receive salaries from the state. It is a state-funded civil war to a large extent.
So how has this impacted Libya's state institutions? Well, clearly the governance split following 2014, where there are now parallel and rival institutions, is a major factor. But I think it would be wrong to start looking at that point, because actually what you see immediately after 2011 is a foot race to control Libya's assets and resources, and there's long been competition from that point. Who could get which community figure in a certain position, who can control that position so that they can distribute patronage, who can control investment opportunities. And sometimes I think that this is overlooked, because when there's a discussion about how responding to Libya's civil war, there's an idea that the institutions should be kept out of it, which makes sense because these are sovereign institutions. But at the same time, they're also controlled continually by political interests, so that undermines that argument. But certainly since 2014, these trends have been exacerbated, and we've seen splits all the way through Libya's system of governance. Clearly, there's a recognized government, there's an unrecognized government. The parliament has now 3 factions. And when you look at the economic institutions, the central bank has a rival eastern branch. The National Oil Corporation has a rival eastern branch, and the Libyan Investment Authority has rival governors fighting each other in a British court. Looking at the central bank, its cohesiveness has really been fundamentally undermined because of a split in its board and between leaders, whereby the CBL branch in the eastern city of Beda has sought to become a central bank of its own right, and the central bank in Tripoli, headed by the incumbent governor, now free of oversight from a board, has gone past his tenure, and also has very little or few checks on his powers, because the actual political system of government isn't complete because there's a dispute over the Libyan political agreement. So that gives him tremendous power. At the same time, the central bank in Tripoli has been subject to coercion. Tripolitanian armed groups have been particularly effective in extracting revenues from the central bank and other state institutions. And we've seen this develop over the years, starting out from quite basic extractive approaches, such as asking for money for providing protection, then to being engaged ever more deeply in different types of financial fraud, particularly export fraud, to access foreign currency. And now, whilst there's significantly less violence on the streets of Tripoli around these institutions, I would contend that that's because the armed groups themselves have infiltrated them, and they now have affiliates, people within their network who are able to access funds and influence within these institutions much higher up the chain. Therefore, you might not see violence, but the amount of influence has not reduced at all. In fact, it's probably increased, particularly in a time of war. And then when we look to the east, we effectively see a rival monetary policy which is effectively built on sand, because the east has ordered something in the region of 15 billion dinars of banknotes and coins from Russia. These aren't technically recognized, but are in the Libyan economy, and also raised over 30 billion dinars of loans from commercial banks headquartered in the east, and these are largely unsecured. The CBL East has only promised to pay back the principal on those loans after 15 years. And so this is a big challenge to the banking sector. These rival branches of the central bank are also competing. So the central bank in Tripoli has cut off the Eastern Central Bank from its electronic payment system. This means that these billions of dollars and billions of dinars are effectively being accounted for off of pieces of paper, and nobody's really looking at the numbers. There's an audit which is supposed to take place, but I think most of us are quite pessimistic over the amount of access that the auditors are going to get to these numbers. It's also important to note that at least a third of what the central bank in the east is raising is going directly to the Libyan National Army of Khalifa Haftar. And here we see a quasi-legal system of economic governance in the east, whereby one internationally recognized element of the Libyan state, the House of Representatives, its parliament,
is in part of a defence committee with the Central Bank East, which is unrecognised, the interim government, which is unrecognised, and they're creating all kinds of laws to funnel money to the Libyan National Army and also give the Libyan National Army powers to operate within the private sector. The Libyan National Army is attempting to recreate the Egyptian model here by creating its own investment authority and is increasingly capturing the economy in the East, something which will be very hard to undo. And also it's worth noting that the debts that are being accrued from the central bank in Tripoli's perspective don't count. So when you look at the numbers that are being reported by the central bank in Tripoli, they simply don't include the numbers of being expended in the East. The National Oil Corporation is clearly the lifeblood of Libya's economy. It's fared somewhat better. I would contend that this is the case because the international community has been very clear that only the National Oil Corporation in Tripoli is able to market oil internationally. The Eastern version has continually sought to market oil directly. The panel of experts report, which is coming out on Monday, cites 4 new attempts for it to sell oil, but it's been unsuccessful. So in that sense, the Eastern element has a nice building with a lot of seats in it, but nobody really doing that much. However, the National Oil Corporation itself in Tripoli has come under increasing pressure. And so it's become, particularly in a time of war, it's become increasingly difficult for its chairman, Mustafa Sanalla, to insulate himself from the impacts of the conflict. We've seen, for example, recently that the National Oil Corporation complained about the LNA's use of kerosene for aviation fuel, clearly being used for jets to bomb the capital. So it's very difficult for the NOC to remain neutral in such an issue. Similarly, there's been a major dispute over Brega, the Brega Petroleum Marketing Company, which has a monopoly over fuel distribution in Libya. Increasingly, Haftar's forces have just taken fuel from Brega and undermined its governance. And in certain cases, Haftar has told fuel distribution companies that they don't need to pay Brega, which is obviously problematic and has been a major factor for the rise of a parallel Brega, which came out a couple of months ago. So you see these cracks emerging. It's also notable that in the on television and following the outbreak of the war, the LNA has been talking about a state of mobilization, from which they can directly access budgets of different state authorities, and here they also want to directly obtain the fuel. Beyond this, of course, there's ongoing threats and fighting for oil and gas infrastructure. We saw only a couple of weeks ago a change of control twice in one day at one of the major oil fields. So this is a major part of the conflict. The Libyan Investment Authority is very interesting for a number of reasons because we see some slightly different dynamics here. It supposedly has around $67 billion of assets, much of which is frozen, but I think it's fair to say that nobody really knows what they've got, including themselves. So that's obviously a problem. But what the LIA being formed in the late 2000s was effectively formed by a group of technocrats close to the Gaddafi regime that personalized a lot of the wealth and personalized the access to Libya state assets rather than actually implementing or creating an investment authority as it would be traditionally in the traditional sense. So now we have seen a quite spectacular array of court cases popping up around the world where you have networks of individuals connected to Gaddafi-era officials trying to access and take money from LIA assets. And it came to the extent whereby the 2 contenders for the Libyan Investment Authority leadership are still embroiled in a case in London, which is effectively arguing who is the legitimate representative in the UK. And that's come to the extent whereby they've spent something like £100 million in legal fees. And at the point where the decision was made, a decision was made some months ago, both of the rival heads were in a Libyan jail cell under allegations of corruption,
one connected to a case in the Cayman Islands of millions of dollars being diverted to Gaddafi-era officials. So this is ongoing, and when it also connects to the highest sources of authority within the Government of National Accord, it was notable that when the current incumbent of the LIA was imprisoned, it was Sarraj, the Prime Minister's Chief of Staff, who somehow became the interim head of the Libyan Investment Authority. So here you see old networks combined with new networks to access resources, move them around the world. Some of it comes back in to fuel warring actors, some of it just enriches the various parties. So in some of the dynamics that I've tried to describe about these three institutions, you can see that the capture, the corruption that's entrenched within these systems is highly problematic for Libya's state finances, of course. Libya's foreign currency reserves have dropped significantly, something like 115 billion, I believe, in 2012 to an estimate of 70-ish in 2017, which seems to be pretty generous, to be honest. Yet that's also before you take away the liabilities that the central bank in the East has developed. So clearly, Libya's burning through its reserves pretty fast. The only cause for optimism on the economic front, I would contend, is the system of economic interdependence which has prevailed despite the ongoing conflict. So this is sometimes called the dual key system. Put very simply, for the most part, the oil and gas infrastructure is controlled by communities and groups in alliance with the Libyan Arab Armed Forces of Haftar, whereby the central bank and in Tripoli, the means of distribution are controlled by those aligned with the Government of National Accord. So, of course, one can't operate without the other there. And this is why the international community's steadfastness over the refusal to allow Eastern authorities to sell oil, I would contend, has been a very effective policy, because if they were able to sell that directly, then that would effectively sever the link between these rival authorities and could potentially lead to the creation of two economic systems. Ongoing in the conflict, this does lead to some perverse outcomes, though, whereby the central bank in Tripoli, it pays much of the salaries of the Libyan Arab Armed Forces. And when you also see over the debates about Brega and the NOC, the Libyan Arab Armed Forces might just steal some of the resources, but the NOC can't say anything about it, because if they shut the oil fields down, then that will cut off the flow of funds to Tripoli. Okay, sure. And so there's also major problems that loom under the surface. So there's a potential banking crisis, which could happen more or less at any time due to a lot of these economic activities. And of course, the impact on the population is major, that the cost of living, the access to liquidity has improved at some certain points, but this is something which is getting increasingly difficult for Libyans. And so before the discussion, the one takeaway that I would get from this, sometimes there's a discussion about how Libya's economic institutions can be reunified, but prior to a political deal. I think it's pretty obvious that as long as there are two separate ministries of finance issuing payment orders, you're not going to be able to unify the central bank. You need to have a political settlement to bring this back together. But because of the nature of the economic system, I would contend that it has to change, and there has to be agreement between the warring parties over a system of reforms to these institutions. And I think that should be a critical part of the settlement, because otherwise it will just perpetuate a system whereby the winner takes all, the winner takes key positions, and that gets all of the money. And I think that will beget future cycles of violence, as we've seen in other conflicts. Whereas changing some of these structures, deconcentrating power from the central bank so that it isn't one person who controls all of the distribution of foreign exchange. These are the kinds of things that will be able to meet some of the grievances over resource distribution, but also then lead to calculations that are less zero-sum. Okay, thank you. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'intitulé, c'était « Est-ce que l'économie peut apporter la paix ?» Après ce qu'on a écouté là,
on est un petit peu désemparé. On voit en effet que le Liban est un État failli, que l'Iran, la population est absolument totalement appauvrie et que la Libye est pillée. Donc, que faire dans ces conditions-là ? La question que j'aimerais vous poser, c'est, et je crois que vous êtes venu un peu à cette conclusion à la fin, c'est qu'il semble que avant d'avoir une aide des organisations internationales efficaces, avant d'avoir des donateurs qui donnent de l'argent qui servent réellement à quelque chose, est-ce qu'en effet, il ne faut pas une réponse politique qui permette de reconstituer des États qui ont un petit peu de force et qui peuvent rétablir l'état de droit ? Parce que donner de l'argent à des mafieux, ça va aider personne. Il faut que l'argent reste dans les banques, que les circuits retrouvent un peu de transparence. Donc est-ce que chacun, vous pouvez me dire si vous pensez qu'en effet, l'économie ne pourra jouer un rôle utile que s'il y a d'abord une réponse politique dans chacun de ces pays. Et puis après, on ouvrira les questions à l'audience. Si vous voulez commencer ou... Non, non, vous, c'est pas mal, je trouve. Oui, effectivement, un des mots manquants un peu dans le centre de l'analyse, j'écoutais avec intérêt l'Iran et la Libye, c'est le mot État. Au Liban, les gens ne respectent pas l'État, donc l'État est en crise puisqu'il est partagé entre les confessions, etc. La Syrie a un État. On l'a confondu au régime Assad, les troupes d'Assad. Mais il y a un État qui fonctionne et qui crée une certaine résilience. Mais aujourd'hui, avec le risque de famine, ce qui est un risque, et avec le risque de départ des gens, ce qui risque de se détruire, c'est l'État syrien, comme ce qui s'est passé en Irak. En Irak, les Américains, avec Bremer, ont démantelé l'État irakien, soi-disant, parce qu'ils étaient des anciens bassistes, alors que, je dirais, dans ce genre de système, on est obligé d'adhérer aux bases pour aller occuper, je ne sais pas moi, n'importe quel poste à l'intérieur de l'État. L'Iran a un État assez efficace qui permet de lui créer une résilience. La Libye, l'État est un enjeu central dans toutes ces problématiques et sa capacité. Alors, on a l'impression, je dirais, c'est que les Américains veulent détruire les États de la région depuis ce qui s'est passé avec l'Irak. Bon, ça peut avoir des conséquences majeures. Je voulais juste faire un bref aparté, l'histoire de la Syrie, puisque vous m'avez dit que j'ai parlé du Liban, mais le Liban était un peu une excuse pour dire qu'il va y avoir une grande crise en Syrie. Vous savez qu'en 2015, quand il y a eu le gros flux de réfugiés, ce qu'on ne dit pas, c'est que la moitié des gens venaient de l'intérieur de la Syrie, c'est-à-dire des zones du régime, n'étaient pas des réfugiés en Turquie. C'est ça, on ne garde pas. Le nombre de réfugiés en Turquie n'a pas diminué. Ils sont partis de l'autre côté, ainsi que des Kurdes. Donc, ce qui risque de se produire avec la crise de la zone contrôlée par le gouvernement d'État, etc., en Syrie, c'est un autre flux de réfugiés, mais qui ne vient pas des Syriens en Turquie, mais qui vient des Syriens de l'intérieur, plus des Libanais. Pendant la crise de fond, en 2015, on a peu parlé des bateaux. Il y a eu une centaine de bateaux, dont certains se sont noyés, partis du Liban vers le même circuit que les Syriens ont suivi. Or, s'il y a le problème qui devient beaucoup plus grave au Liban, on risque de voir ça à nouveau. Alors peut-être, Thierry Covy, l'État, elle est un peu différente en Iran, parce qu'en effet, là, il y a un État fort. Mais on sent bien que pour que les choses évoluent, il faut à la fois ouvrir un peu à l'intérieur et aussi ouvrir dans la réponse vis-à-vis de l'extérieur. Oui, mais je voulais surprendre ce qui s'est passé récemment. Bon, je suis tout à fait d'accord. Si, contrairement à... Mais je pense qu'on est face à des gens qui connaissent bien, mais il y a, sur le plan de la modernisation de l'État, la rationalisation de l'État... je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses en Iran positives depuis la Révolution. Je vous donne un exemple. Prenez le pourcentage d'Iraniens qui font des études supérieures actuellement, c'est 6 à 7% de la population iranienne. Vous avez 900 000 nouveaux diplômés en Iran chaque année. Donc ça va du licence, master, doctorat. Avec un niveau, notamment du côté des ingénieurs, enfin les universités françaises, polytechniques le savent bien, au niveau des ingénieurs mathématiques, physiques,
physique nucléaire, éventuellement médecine, etc., ils sont acceptés dans les meilleures universités américaines. Donc, pour répondre à votre question, de ce côté-là, il s'est passé beaucoup de choses en Iran. Et justement, mais il y a effectivement un problème en Iran, c'est qu'on a une société qui se modernise à toute vitesse et qui demande beaucoup plus sur le plan de l'état de droit, sur le plan de la démocratie, mais c'est compliqué. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est la stratégie américaine. Enfin, je veux dire, c'est pas leur problème. Enfin, je veux dire, la stratégie américaine, c'est se mettre en dehors du droit international. On peut critiquer, mais en Iran, ils signent l'accord. OK, ils signent l'accord. Il y avait une politique d'ouverture, pour répondre à une question économique de Rouhani, qui commençait à marcher. Si vous prenez les chiffres d'investissement étranger, il n'y en avait pas beaucoup en Iran, mais ça commençait à repartir. Donc cette stratégie de libéralisation économique, avec un rôle plus important du secteur privé, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a des entrepreneurs en Iran, pas liés au pétrole, donc ça pouvait marcher, et ensuite, effectivement, se posent les questions de l'état de droit. Donc, mais c'est compliqué. Mais là, pour répondre à votre question, ce que très clairement veulent les Américains, c'est l'État iranien, il n'a plus d'argent. Je calculais, je disais, moins 30%, je pense qu'on peut dire moins 40% de recettes. Donc, comment réformer un État ? Ce n'est pas leur objectif, l'état de droit. C'est comme vous dites, créer le chaos et de détruire l'État. Enfin, il me semble, hein. Oui, parce que c'est quand même aussi, on dit quand même que le régime actuel iranien, du point de vue de l'économie, est quand même contrôlé par des fondations très proches du régime et que c'est dans les mains de quelques-uns aussi. Non, mais si vous voulez, ce qu'il faut, c'est hiérarchiser les problèmes. Les problèmes dont vous faites référence existent en Iran. C'est un secteur, une économie contrôlée pour une raison par le parapublic, le public et le parapublic, par 80%. Dans le parapublic, il y a les fondations et les passes d'Aran qui jouent un rôle important, etc. Vous avez également un secteur privé en Iran. Donc, je l'ai dit, il y a des problèmes en Iran indépendamment de la situation actuelle. Et je pense que l'élection de Rouhani en 2013 donnait des perspectives, notamment de développement du secteur privé. Le secteur privé iranien comptait beaucoup sur Rouhani. Parce que simplement, mais c'est important, le directeur de cabinet de Rouhani, c'était l'ancien président de la Chambre de commerce d'Iran. Donc il avait avec lui l'idée de effectivement développer le secteur privé iranien. Moi, j'ai fait une enquête auprès des entreprises familiales iraniennes en 2014. On sentait bien cette demande d'état de droit et de démocratie pour que le secteur privé, pour répondre à vos questions, se développe en Iran. Ils le disent eux-mêmes. Nous, on veut un état de droit. On ne veut, quand on est sur des marchés avec le parapublic, c'est un peu compliqué en Iran d'être en compétition avec les passes d'Aran, etc. Donc ça nous pose problème. On ne peut pas nous demander, c'est pas aussi simple que ça. La privatisation en Iran, il y a du clientélisme, etc. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pour que ça arrive, vous voyez, il faut qu'il y ait c'est déjà compliqué, excusez-moi, de réformer une économie en situation normale. Vous n'avez pas demandé à l'Iran de réformer quoi que ce soit, alors on leur met le couteau sous la gorge. Je trouve très intéressant en Iran, c'est que, par exemple, il y a la question de ces fondations et les passes d'Aran ne payent pas d'impôts. Dans le contexte actuel où Rouhani vient de présenter ce nouveau budget, si vous voulez, sur la table, on dit il suffit qu'ils payent des impôts pour régler le problème. Mais non, il y a un rapport de force politique derrière, si vous voulez, et actuellement, il n'a pas la main politique, Rouhani. Donc, pour répondre à votre question, en plus, ce qu'on fait avec la politique américaine, c'est qu'elle renforce les ultras, qui en partie sont liés à ces rentes et qui n'ont pas du tout envie de reformer l'économie. Donc on en revient, je ne vois pas très bien le contexte auquel les Américains, en quoi il va apporter l'état de droit en Iran, si je peux me permettre. So what about Libya? I mean, you were saying that there had to be a political solution, but do you see it coming at all or not? It's certainly pretty difficult to see where things are going right now. The situation on the ground is of escalating violence, increasing confidence on the behalf of Haftar and his external backers that he can win. I would contend that such a victory is not as simple, or it's not the case of just rolling into Tripoli that's likely to have sustained fighting in a city of 2.5 million people, where all of the institutions of the state are also centered. So I think it would be catastrophic. And unfortunately, I think that the way that the international community is currently responding indicates that they're not sufficiently mobilized to avert such a crisis. But there are some elements which I think are positive from the Berlin process, which is ongoing. And connecting it to your question, can the economy be part of the solution? I think that what we have learned from other conflicts is that you can't expect the economy to come after the solution. So
in Iraq, in Lebanon, where there have been deals cut between elites, it's often assumed in somewhat a liberal peace model that after those deals have been cut, reconstruction, other opportunities emerge to reform the system. But inevitably, those who have won the war and been entrenched in power in the settlement have very few incentives to engage in such a system. So this is where I think the economics has to be part of the settlement process. And I think that the international community has accepted this for Libya and is moving significantly in that direction. I think that this can also bring gains on the political and security side as well. As I say, I think that it could, for example, be a vehicle to decentralize a degree of power and the distribution of money from Tripoli. Currently, something like 96% of Libya's revenues are distributed within 2 square kilometers of Tripoli. So basically, I think there'll always be a fight over Tripoli while that's the case. So I think that there are some good ideas on this. So rather than using economic pressure maybe to push a solution or the traditional things that we think of sanctions, I think actually getting the actors to engage and negotiate over these things, what they think the future shape of the state should be, is critical. That's really interesting. We have 5 minutes left. Alors c'est très court. À 10 minutes. Ah, Dorothée généreuse. 10 minutes. Donc si quelqu'un a le micro, est-ce que vous pouvez venir devant comme ça et prendre 1, 2, 3, 4 et voilà, je pense qu'en 10 minutes, monsieur. J'ai une question pour monsieur Thierry Coville, très rapide. L'Iran est déjà passé par des années et des années et des années de sanctions américaines. Est-ce que vous, votre sentiment personnel, parce que vous nous avez dressé un tableau quand même assez, sans doute réaliste pour vous, mais noir en tout cas pour moi qui suis beaucoup moins connaisseur que vous, est-ce que vous ne comptez pas quand même sur la solidité de ce pays, de ses institutions, l'intelligence en fait de la capacité de toute une partie de la population? Vous l'avez cité, il y a effectivement une population qui est à la fois très éduquée, qui essaime à l'étranger, mais qui a un fondement nationaliste très fort. Donc est-ce que vous n'avez pas quand même une forme de confiance sur la capacité de résistance? Une question sur l'Iran aussi. Pour M. Coville, bonjour, Jean-Pierre Tomim, merci de vos exposés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, de la part du peuple iranien ou d'autres en Iran, une pression pour que l'Iran diminue son budget militaire parce qu'il dépense énormément d'argent en Syrie, au Liban, au Yémen et ailleurs? Donc est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé pour aider la population iranienne? Est-ce qu'il y a une pression dans ce sens? Alors on prend les 4 questions et puis vous allez répondre. Ça peut être au-delà de l'Iran aussi. Une question à M. Haïta. Si on imagine que la révolte ou la révolution en cours aboutisse, si on imagine que la Constitution de 1943 est modifiée, notamment en matière de confessionnalisme, est-ce que ça changera en aucun cas la donne, selon vous? Une question à Samir Haïta. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur l'influence économique et les ambitions économiques de l'Iran et de la Russie sur la Syrie? On a dit que la Russie voulait faire main basse sur les phosphates. On a dit que l'Iran était intéressé notamment par l'attaquer. Pour formuler la question différemment, pensez-vous que d'une certaine façon, ces 2 pays voudraient, entre parenthèses, se payer sur la Syrie des efforts qu'ils ont consentis pour assister la Syrie? Et à Thierry Coville, je voudrais te demander si tu ne penses pas que Instex, qui va en fait rentrer en service au tout début de l'année prochaine pour des transactions excessivement limitées, ne va pas servir, puisqu'il ne peut pas servir pour le pétrole. Est-ce que la structure miroir iranienne, la STFI, qui est conçue totalement différemment du modèle Instex, ne va pas servir aux transactions bilatérales pour le pétrole avec les pays voisins, dont l'Irak, l'Inde, Pakistan, Turquie, la Malaisie, et dans le cadre des discussions de barter en cours avec l'Afrique du Sud? Car ce qui est très frappant, la structure Instex miroir n'est pas du tout conçue de la même façon que la structure européenne. Merci. Merci. Monsieur Coville, beaucoup de questions pour vous. Oui, mais j'essaie de répondre, c'est compliqué. Mais bon, la résilience. Non, mais si vous voulez, je suis le premier à reconnaître que je suis allé en Iran en septembre 2018. Et la question que je me pose toujours en Iran, c'est comment ils font, quoi. Et je me dis comment on fera en France à leur place. Donc la résilience, le nationalisme, la résistance iranienne,
limite, vous prêchez un convaincu. Elle existe, elle est évidente, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu le graphique que j'ai montré. On leur donne des leçons, etc. Ils ont eu, prenez 2010-2020, enfin voilà, cette décennie, ils ont eu quasiment une majorité d'années de récession dues aux sanctions. Hein, donc ils en sortaient à peine qu'on leur remet la tête sous l'eau. Mais la question que je me pose, c'est il y a un moment, je veux dire, ils ne sont pas non plus, je veux dire, ils ne sont pas champions du monde. Enfin, je veux dire, il y a un côté, il y a un moment, chaque société a ses limites, chaque société a ses problèmes. Il y a du nationalisme en Iran, il y a du populisme en Iran. Il y a des radicaux, et agiter comme ça en disant que de toute façon, ne vous inquiétez pas, les Iraniens, ils sont gentils, ils sont modernes, ils sont éduqués. Oui, mais on a des exemples dans l'histoire où même les populations les plus éduquées, si on les met la tête sous l'eau pendant des années, il en ressort des choses qui sont compliquées à gérer. Donc il y a quand même des limites, et je pense qu'il y a une responsabilité américaine. Hein. Enfin, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il y a un côté. Bon. La deuxième question sur... Oui, alors, c'est également compliqué, mais... il y a, comme vous le savez sans doute, il y a dans les manifestants là récemment, et même les manifestants fin 2017, et avant c'était sous une autre forme, ça sort souvent en Iran. Pourquoi vous dépensez votre argent, avant c'était la Palestine ou au Liban ou en Syrie, pourquoi vous ne la dépensez pas chez nous? Donc ça existe, ça existe en Iran, etc. Ça c'est évident. Alors, face à ça, ce qu'on peut dire, je pense qu'en termes de masse financière, non. Enfin, si vous avez vu, le gouvernement iranien a perdu 40% avec les sanctions américaines. Donc, et je ne pense pas qu'ils dépensent... Si vous regardez, il y a eu un rapport récent qui est sorti là, aux États-Unis, ils ont regardé précisément. Je pense, on ne sait pas combien ils dépensent. Ils ne dépensent pas autant que ça pour aider. Leur stratégie régionale est beaucoup liée sur des alliances et des milices. Et donc, ils dépensent de l'argent, mais c'est, à la limite, je dirais, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau par rapport aux pertes d'argent qu'ils ont aux sanctions. Dans le de dire que ça compenserait, vous voulez, je pense non. Et le choix qu'ils font de cette politique régionale, si vous regardez comment ça s'est passé en Iran, c'est pas complètement démocratique, ça je suis évident, et c'est pas. Mais bon, est-ce que dans tous les pays, quand il y a des questions stratégiques, ou c'est en France aussi, bon, je veux dire, est-ce qu'ils vont mettre ça sous la place publique? Ils considèrent, que cette politique régionale leur rapporte plus. Vous voyez, c'est pas un calcul économique. Ça vaut ce qu'ils dépensent. Et notamment, leur politique régionale, c'est de dire, pour éviter... Nous, on ne fait pas le poids, comme vous le savez, ils sont en situation de guerre asymétrique par rapport aux États-Unis, donc on ne fait pas le poids avec des forces conventionnelles. Si jamais on est attaqué par une alliance américaine, Israël, Arabie Saoudite, si vous voulez. Donc notre idée, c'est d'arrêter l'ennemi et de leur faire comprendre que, attention, vous nous attaquez, c'est toute la région, on peut vous attaquer de différents points. Et ça, ce n'est pas un calcul économique. Donc... ça existe en Iran, ce mécontentement, mais ce n'est pas simple de leur faire changer d'avis. Et troisième élément sur l'Instex, tu as sans doute plus d'informations que moi. Ce qui est clair, c'est que ce qui compte pour l'Iran, c'est de vendre son pétrole. Donc, de croire qu'avec l'Instex, on va régler le problème, il faut, et ils ont dit, je crois qu'ils espèrent encore 1 million, dans le nouveau budget de cette année, ils espèrent 1 million de barils jour d'exportation. Ils sont à 500 000. Donc c'est pour ça qu'en Iran, les gens même disent, c'est un budget de résistance, situation catastrophique, qui est trop optimiste. Donc, alors effectivement, s'ils pouvaient vendre un petit peu plus de pétrole par des mécanismes de troc... Ils ajoutent 200 000, ils ont prévu 200 000 barils jour, dans ça qui sont des exportations non pétrolières. Donc c'est pour ça, dans d'autres publications, on dit qu'on va arriver à 700 000. Voilà, mais effectivement, ce sera important pour eux d'exporter avec... Et alors peut-être la dernière question, c'était vous, monsieur. Comment est-ce que les Russes et les Iraniens vont se servir sur la Syrie? En fait, comment ils vont trouver leur récompense? Si j'ai bien compris. Oui, mais Liba, à l'honneur avant, permettez-moi de répondre un peu rapidement à la question sur la constitution libanaise. La constitution de 1943 ne prévoit rien à part le partage à égalité chrétiens-musulmans au niveau du Parlement. Mais je dirais tout le système confessionnel est un accord non écrit. Les accords de Taïf qui ont construit l'après-guerre au Liban prévoyaient de finir avec le système confessionnel au Liban, ce qui n'a pas été fait depuis 1990 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le leitmotiv de tout le monde, c'est-à-dire la rue, etc., c'est on veut un gouvernement technocrate ou technopolitique avec plein pouvoir. Ça veut dire quoi, plein pouvoir? Personne ne continue la phrase. Ça veut dire indépendant du Parlement
je dirais des décisions du Parlement, etc. Donc on rentrera dans une phase hors Constitution, puisque exceptionnelle. Gouvernement de transition pour faire quelque chose, et l'exemple de Fouad Chab est évoqué. Une des choses qui est mise sur la table, c'est de finir avec une loi électorale non confessionnelle au Liban. Alors si ça se fait, ce serait un miracle, mais c'est une voie de sortie pour le Liban, quelle que soit la formule de faire. Tout le problème dans cette chose, c'est, par rapport à la problématique de l'État tout à l'heure, c'est de créer une structure étatique momentanée, ou une structure de pouvoir momentanée qui gère l'État pour distribuer d'une façon égale, avec équité, je dirais, les pertes de la chose. C'est-à-dire, si on laisse le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est les plus pauvres qui vont payer les pertes. Or, il faut faire payer les chefs communautaires. Et seul quelque chose d'indépendant peut les amener à les faire payer dans leur compte bancaire, faire disparaître les 40 milliards. Donc, est-ce que ça se passe ? Bon, ça dépendra de la révolution libanaise. Enfin, il faut demander dans la rue. Sur l'histoire des intérêts iraniens et russes, certainement. Je dirais, tous les pays ont des intérêts partagés. Mais je pense que le sujet est un peu exagéré. Donc, les Russes ont pris la concession de l'attaquer. Bon, enfin, donner ça aux Russes ou aux gens de Dubaï, je dirais la différence, c'est dans le contrat. Et si l'État peut faire passer un contrat avec les Russes, je dirais avec des avantages trop importants pour le... Je ne pense pas que le circuit d'intérêt des Russes est vraiment la même chose pour le phosphate. Le problème principal, c'est que l'État syrien n'a pas la capacité, je dirais, d'intervenir. Mais deux remarques vis-à-vis de ça. La Syrie a, d'une certaine manière, un avantage, c'est qu'elle n'a pas de secteur privilégié. C'est une économie très diversifiée. C'est pas comme l'Iran. Tout dépend du pétrole ou de la Libye. Tout dépend d'une certaine manière du pétrole, mais il y a le commerce et Misrata dont M. Tom n'a pas parlé, mais M. Tim n'a pas parlé, mais c'est une autre histoire. Donc très diversifié, qui permet que, je dirais, personne, même s'il contrôle un secteur, n'a d'influence majeure sur l'économie. Il contrôle un port, alors, je dirais, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il ne peut pas le prendre et l'amener ailleurs. Bon, il n'y a pas de champ pétrolier géant avec des conditions comme ce que les Libanais, les gens du pouvoir libanais ont donné comme type de concession pour les exploitations futures du pétrole. C'est un scandale majeur au niveau du... Bon, la différence en Syrie entre un contrat et un autre, c'est 1%. Hein, je dirais, c'est des petites pitchonnettes. Ils peuvent tricher juste au niveau de la rentrée, de la valorisation du prix de vente du pétrole quand ils font des transactions. C'est comme ça qu'ils piquent les petits pourcentages en passant. Bref, donc la diversité de l'économie fait que, je dirais, c'est moins vulnérable que ce qu'on peut l'imaginer. Et la deuxième remarque, moi qui ai bossé, qui est franco-syrien, machin, etc., je dirais que la France aurait pu avoir des avantages au niveau pétrolier, etc., et n'a jamais voulu investir, à part l'histoire de la Farge qui a fini dans un scandale majeur. Ça, j'ai jamais compris. Jamais compris. Parce que, je dirais, j'ai fait la remarque tout à l'heure sur le fonctionnement de l'économie politique au niveau intérieur et extérieur. Je dirais, il n'y a pas eu de construction de relations ni avec la Libye, ni avec la Syrie, ni avec d'autres pays, ni avec l'Irak. L'Iran, oui, à travers les industries automobiles, mais qui a disparu après, qui a fait que ces pays sont liés économiquement, pas seulement juste pour aller piquer des ressources naturelles, qu'il y ait des relations économiques profondes entre le Nord et le Sud. On vient produire des bagnoles, des machins, etc. Tout ça, c'est autour des ressources pétrolières naturelles. On l'a peut-être vu en Libye avec l'Italie. Là, pour le coup, il y avait des relations fortes Italie-Libye. The relationship was pretty strong between Libya and Italy. You say that France never invested enough in Lebanon, for instance, that there's no... Pourquoi la Turquie s'intéresse à la Libye? C'est une autre question. And why does Turkey is so interested in Libya right now?
we can finish with that. It's a Okay, very good, very yeah. timely question. It's a big question, obviously, in the context of a memorandum of understanding. I would say on this front, clearly Turkey is prioritizing some of its energy needs and its claims for drilling rights, but for the Government of National Accord, effectively, it's been unable to secure arms to push back Haftar's alliance. So I think it's essentially come to the position where the GNA would sign anything by Turkey that's put in front of them in order to get weapons. Because they see the weaponry on the other side from the United Arab Emirates, from Jordan, increasing a growing number of Russian mercenaries. It's very hotly debated how many there are. The popular assessment is that you're talking hundreds up to 1,000. So this is having a major impact on the conflict. And certainly it is the case that the warring actors promise concessions down the line to countries who will help them. So Greece was very upset, for example, about the Memorandum of Understanding. Right. But Greece had welcomed the Eastern Central Bank governor through its foreign ministry only 3 weeks before, and got a reconstruction contract for Benghazi. So that's a European member state welcoming, giving a state reception effectively to an unrecognized Libyan leader who has built billions of dollars of debt. So there's a lot of hypocrisy through here. And I think actually there are contracts continuing to be signed, though, among, I think Total actually just signed something. The NOC is doing its best to continue to engage with as many countries as it can and try and insulate the sector from this. But it's certainly the case that the warring actors see these economic concessions as a big thing in their arsenal. And actually there's a big battle between the NOC and the GNA. The GNA is kind of saying, well, look, what can we offer people to get them to help us? We want to offer them oil and gas. And that's leading to a battle with the NOC. They're saying, no, keep this out of it. So it's definitely an aspect of the conflict. Okay. Well, thank you very much. On va conclure avec ça. Merci beaucoup. Et on va laisser la place, donc, peut-être à la prochaine session. On a un quart d'heure de pause.